quel âge je pourrais commencer à toucher ma retraite? La réforme de retraite. Dois-je épargner pour ma retraite? Il y a de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs. La retraite par points. Préfonds, le podcast. Le rendez-vous épargne, retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique. Bonjour à toutes et à toutes, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de ce podcast consacré aux retraites, à l'épargne et à toutes les questions que vous vous posez. Nous sommes ensemble, comme à chaque fois, pour une vingtaine de minutes, avec au sommaire aujourd'hui un sujet dont on parle peu et qui est pourtant essentiel, la protection sociale de ceux qui nous protègent, les militaires, les forces de sécurité, tous ceux qui dédient leur vie à la défense des citoyens. En quoi le statut de militaire nécessite-t-il un accompagnement spécifique? Quelles sont les attentes de ces fonctionnaires? Sont-ils suffisamment informés? Et comment améliorer leur protection sociale et celle de leur famille? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre au cours de cette émission. Mais d'abord, nous avons interrogé les Français eux-mêmes. Pensent-ils qu'une protection sociale particulière soit nécessaire pour les militaires et les forces de l'ordre? Écoutez leurs réponses. Je pense que c'est normal que ces métiers-là aient une protection spécifique car ces métiers comportent évidemment énormément de risques, notamment évidemment le risque de décès. Je pense que c'est celui qui est le plus important, mais pas seulement. On peut parler aussi peut-être du risque de traumatisme corporel et aussi psychologique. Ça peut éventuellement être facteur de difficultés dans de nombreux domaines et également pour la famille. Pourquoi pas, mais il me semble que ces professions ont déjà quelques acquis, enfin par exemple des départs à la retraite anticipés, des logements de fonction, etc. Si on part de ce principe, à ce moment-là, on peut aussi étudier les spécificités de chaque métier, chaque profession. Ah oui, ça me semble normal. Tous ces métiers à risque et de protection, je trouve ça tout à fait normal, même comme les pompiers ou comme tous les gens qui sont ou secouristes ou qui interviennent et qui sauvent des vies. Je dirais que c'est plutôt en fonction de la pénibilité. Je pense que malgré tout, ces professions-là ont subi des risques en fait. L'aléa de l'assurance, parce qu'une protection sociale, c'est une assurance. Une assurance, c'est un aléa. Et l'aléa est quand même plus grand pour ces professions-là. En tous les cas, l'aléa en termes de protection, santé, maladie, capital décès, gestion des familles, des orphelins. Pas en matière de chômage, certes, parce qu'ils ont quand même la garantie de l'emploi. Sur le principe, c'est des professionnels qui ont un niveau de pénibilité au travail qui est particulier et qui, de ce point de vue, à mon avis, doit être analysé pour en déduire effectivement une différence avec d'autres professions qui ne présentent pas ce même niveau de risque, quoi. Voilà, les Français assez unanimes. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Christian Carrega. Bonjour Christian. Bonjour. Directeur général de Préfonds. Patrice Paulet, bonjour. Bonjour. PDG du groupe AGPM. Marie-Noëlle Quillot, bonjour. Contrôleur général des armées et enseignante à Sciences Po. Et Hubert Trégout, bonjour, bienvenue. Délégué général de la Fédération Jonction. Bonjour. Hubert Trégout, je vais commencer par vous avant de parler de la spécificité de la protection sociale des militaires. Peut-être nous présenter rapidement d'un mot ce qu'est Jonction. Oui, bien, merci. En quelques mots, Jonction est une fédération de 5 acteurs qui sont experts de la protection sociale des forces de sécurité et de défense et qui se sont réunis pour travailler ensemble sans esprit de concurrence, avec 3 buts. Faire évoluer la protection et l'accompagnement social au profit de la communauté défense-sécurité. Faire converger et amplifier les actions d'entraide et de solidarité auprès de cette communauté. Et puis développer auprès de ces populations l'information, la sensibilisation sur la protection et l'accompagnement social. Nous y sommes. Dans ces 5 acteurs qui sont experts, comme je l'ai dit, on trouve l'Association de sécurité et assurance collective, l'ASAC, la France mutualiste, la mutuelle d'assurance des armées, la mutuelle de la communauté défense, la mutuelle épargne retraite, la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, couramment appelée Préfonds, et l'association Tego. Alors, en quoi la protection sociale des militaires est-elle spécifique ? Je ne dirais pas qu'elle est réellement spécifique. Elle est davantage adaptée au risque. D'ailleurs, on le sentait dans votre micro-trottoir. Au risque particulier qui concerne ces professions. Parce que les conditions de couverture des risques et les indemnisations doivent être liées à l'engagement de la vie de l'assuré et à la couverture de la famille. Quand un militaire ou un policier s'engage, il y a derrière lui toute une famille. La protection sociale des militaires, dans l'ensemble de ses dimensions, tient compte donc de la diversité des personnels. Et il faut savoir que dans ces forces de sécurité et de défense, il y a bien sûr des gens de carrière dont l'emploi est garanti, comme on l'a entendu tout à l'heure, mais il y a en majorité des contractuels et des réservistes.
Et donc, toute cette caractéristique doit être prise en compte dans la protection sociale. Le risque lié à l'exercice de ce métier fait que ce sont aussi les familles qui sont impactées. L'agent prend des risques au nom d'une mission que lui fixe l'État. L'État est donc responsable et l'assure directement. Mais la protection sociale spécifique complète ce dispositif étatique. Patrice Paulet, je vais vous demander vous aussi de présenter assez rapidement le groupe AGPM, qui est un groupe d'assurance. Oui, c'est un groupe d'assurance qui est né en 1951, justement pour apporter un complément de protection sociale par rapport au dispositif que l'État pouvait apporter aux militaires. Et puis progressivement, pour répondre à ce besoin, on a diversifié les contrats d'assurance que l'on faisait et que l'on distribuait. Et puis on s'est diversifié aussi en termes de clientèle. On est passé des militaires, on a élargi à toutes les forces de sécurité. Et puis bien sûr à qui veut bien s'assurer chez nous, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde. Alors en tant qu'assureur, vous connaissez les attentes de ces fonctionnaires, des militaires. Quelles sont leurs attentes en termes de protection sociale ? Alors quand on parle... La protection sociale, c'est un peu une tarte à la crème aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on parle de protection sociale, on va considérer qu'il y a un tronc commun qui est valable pour tout le monde, tout un chacun. Oui, on mélange un peu tout. Voilà. Et le vrai sujet, c'est, s'agissant de populations comme la population militaire, est-ce que ça a été soulevé dans le micro-trottoir, va-t-on parler de spécifique ou pas ? Le tronc commun, bien sûr, tout militaire en a besoin, comme tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait que dans l'exercice du métier, dans le statut, dans ce qui est vécu au quotidien, il y a des conditions spécifiques. Alors on l'a évoqué, il y a un risque spécifique. Évidemment. Puisque l'engagement en opération, la lutte contre le terrorisme va engager les uns et les autres dans des conditions extrêmement dangereuses, particulières, avec des conséquences sur les familles. Mais on va aller plus loin puisqu'on parle de retraite aujourd'hui, entre autres. Une partie de la population est astreinte, comme ça a été dit, à des contrats courts. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, et je vais vous citer un chiffre, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, mais j'avais en tête quand j'ai quitté l'armée que 70% de l'armée de terre étaient des contractuels. C'est toujours le cas. Voilà. Et donc, voilà, Hubert Trégout confirme. 70% de la population de l'armée de terre n'a pas de sécurité d'emploi. Donc, ça revient à se dire comment ces gens-là, quand ils travaillent dans l'armée, prennent des risques, de quelle manière ils vont pouvoir commencer à préparer un avenir, une retraite, etc., alors que le temps passe. Deuxième élément, une partie de la population est sous contrainte de mobilité. Tous les 2, 3, 4, 5 ans, ils vont être mutés. Du coup, ça pose le sujet de la continuité du travail du conjoint. C'est-à-dire que pour que le conjoint ait une carrière, accède à des droits à retraite, soit il a un travail qui permet de changer, de suivre... Ce qui n'est pas forcément évident. C'est pas évident. Ou bien, ça fait ce qu'on appelle le célibat géographique, c'est-à-dire des familles un peu éclatées au quotidien qui se retrouvent que le week-end. Chacun de son côté la semaine. Ouais. Ou bien, on renonce, l'un des deux renonce par certains côtés, de fait, à avoir une carrière linéaire, c'est-à-dire qui constitue des droits à retraite. Alors, ça se traduit par quoi ? C'est-à-dire qu'au moment où on part en retraite, il n'y a pas une retraite normale d'une famille normale, classique, parce qu'il n'y aura pas cumul de travail d'un couple. Il n'y aura pas eu forcément, du fait de cette mobilité, une accession à un patrimoine qui permet de garantir aussi cette retraite. Et donc, ça peut donner des cas, par le biais de la pension de reversion de famille, s'il y a un décès un peu... qui arrive un peu trop vite, ça va se traduire par une forme de paupérisation d'une famille. Et je vais vous citer un autre chiffre qui est intéressant, parce que quand on parle de ce métier et de constitution de patrimoine, d'avenir, quand on parle de protection de nos militaires, on a en tête souvent quelle protection on va apporter à ceux qui partent en opération et ceux qui décèdent. Ils bénéficient d'un statut qui, par l'aide de l'État, vont déjà être assez entourés. Eh bien, 35% des orphelins de militaires vivent au niveau ou en dessous du niveau de pauvreté. Quand on dit ça, on voit bien que le terme protection sociale complémentaire prend tout son sens. Parce qu'on ne meurt pas qu'en opération. On peut mourir d'accidents, de maladies, voire
par d'autres sources. Christian Carrega, Préfond s'engage aux côtés de cette population dont les risques opérationnels, on le disait avec Patrice Paulet, demandent une réflexion spécifique. Oui, on l'a vu. Alors, on sait bien que Préfond a été créé par 4 syndicats de fonctionnaires. On oublie souvent de dire que à la gouvernance de Préfond, depuis le début, depuis 1964, figurent toujours des militaires. Les contrôleurs généraux des armées sont présents en fait au conseil d'administration et au bureau de la Préfond, ce qui montre en fait que pour Préfond, la connaissance de cette population-là, le fait de réfléchir à des solutions dédiées est extrêmement importante. Marie-Noëlle Quéot, vous êtes officier général depuis quelques années. Quelle est votre perception des attentes de cette communauté ? Je pense qu'il y a des choses qui vont se recouper avec ce qui a été dit, évidemment. Oui, tout à fait. Écoutez, malgré la grande hétérogénéité de la population militaire qui a été relevée, il me semble que le militaire souhaite pouvoir s'engager en ayant la garantie que, quelles que soient les circonstances, et quel que soit le lieu, et quel que soit ce qu'il advienne, lui et sa famille bénéficieront d'une protection, et notamment à 3 niveaux. Le premier, c'est évidemment en cas de décès. On pense évidemment à cela et ça a été évoqué lors du micro-trottoir. Quand on s'engage, on sait que cela peut être au prix du sacrifice de sa vie. Donc, on s'attend à ce qu'en cas de décès, la famille et les survivants, les enfants, soient pris en charge. Mais il y a aussi un deuxième niveau qui est lors des absences du foyer, puisque le militaire, lorsqu'il est engagé, peut être engagé sur une longue période. Ce sont des opérations en opération extérieure sur 6 mois. Et donc là, il y a besoin d'être sécurisé et de se dire que sa famille, s'il arrive quoi que ce soit, elle aura une couverture sociale adaptée. Et enfin, le troisième niveau, je dirais que c'est en cas de blessure physique ou psychologique, en fait, s'assurer également qu'il y ait une véritable prise en charge, avec notamment le syndrome post-traumatique, quelque chose qui a été récemment mis en exergue et qu'il convient de prendre en charge. Voilà, j'aimerais ajouter que par rapport à tout ce qui existe, la protection sociale complémentaire, le ministère s'engage aussi à ce niveau-là, avec notamment sur le côté famille, le plan famille, pour accompagner justement les familles, puisque l'engagement de la personne, c'est l'engagement derrière de la famille. On reviendra peut-être sur ça plus tard. Et puis aussi une autre agence, l'agence mobilité, puisqu'on a évoqué le fait que 70, même 75% des militaires sont des contractuels, qu'ils font des carrières courtes. On reviendra sans doute aussi sur ce sujet. Et donc, qui a besoin de pouvoir avoir une deuxième activité, donc une véritable mobilité professionnelle. Mais surtout, ces dispositifs que vous évoquez, les militaires sont-ils suffisamment informés ? Question que je vous pose et que je pose aussi à Christian Carrega. Alors, je dirais que c'est assez paradoxal parce que nous sommes dans une ère de surinformation, mais la nouvelle génération n'est pas toujours bien informée. En effet, les différents acteurs communiquent via Internet, mais c'est une information qu'il faut aller chercher, en fait. Alors que précédemment, l'information venait à nous, et elle était poussée, en fait. C'est la différence entre l'information tirée et l'information poussée. Donc, je dirais qu'à ce titre-là, le commandement doit conserver un vrai rôle dans ce domaine, tout en préservant une réelle neutralité. Et ceci est d'autant plus important que la gestion du militaire est une gestion de flux, avec chaque année plus de 20 000 personnels qui sont recrutés et autant qui quittent l'institution. Donc, ce qui sous-entend que cette information, il faut que ce soit une action récurrente. Christian, sur ce sujet ? On peut mieux faire, mais en même temps, c'est compliqué quand vous avez 20-25 ans de se préoccuper de ces choses-là. Moi, je souligne en fait l'effort extrêmement important de l'encadrement, en fait, que d'expliquer, de présenter ces solutions en toute neutralité, de présenter les sujets aux jeunes militaires. Mais voilà, il faut reconnaître qu'on peut mieux faire, on peut s'améliorer encore sur le sujet. Hubert Trégout, justement, comment se caractérise cette population ? On peut évoquer la jeunesse, notamment, relative jeunesse de l'ensemble de cette population. Oui, effectivement, s'il faut la caractériser, malgré son hétérogénéité qui a été soulignée à plusieurs reprises, je retiendrai 3 facteurs. Le premier, c'est celui dont vous parlez, c'est la relative jeunesse, c'est même la totale jeunesse, qui est nécessaire également en raison de l'engagement, et qui fait que finalement, ces questions de protection sociale ne sont pas dans les préoccupations immédiates des agents, qu'ils soient militaires ou policiers. Il est donc naturel que d'autres s'en chargent pour eux. Et cette action, on l'a un peu dit, est partagée entre le commandement pour les armées, les syndicats pour les policiers, mais aussi par tous les acteurs sur les produits complémentaires et les associations qui viennent compléter le dispositif institutionnel. Donc il faut bien voir cela comme un tableau à plusieurs facettes. La deuxième particularité de la population, c'est sa majorité de contractuels.
pour lesquels, par exemple, l'obtention d'un prêt, l'accession à la propriété est rendue plus difficile par ce statut de contractuel. Il faut donc des dispositifs qui offrent des garanties particulières et adaptées pour que les banques prêtent à cette population de contractuels. C'est ce qui est aujourd'hui le cas. Troisième particularité, la prise en compte du risque sanitaire, qui est spécifique pour les armées, avec une organisation différente et un service de santé qui lui est dédié pour les opérations. Et donc des besoins également qui sont assez caractéristiques des engagements, puisqu'ils sont souvent très onéreux. Alors je ne relèverai pas le côté traitement psychologique avec la longueur, mais sur le plan des traumatismes, des équipements très onéreux à financer pour les blessures lourdes ou pour, par exemple, l'équipement de prothèses. Patrice Pellet, vous vouliez réagir sur ce sujet ? Alors je vois, il y a en fait plein de sujets intéressants qui ont été abordés. Il y a d'abord le rôle du commandement qui a été évoqué. C'est fondamental. En fait, on est tous, par certains côtés, dans une dynamique sociale. C'est-à-dire que le chef militaire, en garnison, il porte un rôle social vis-à-vis de ses subordonnés, c'est-à-dire qu'il porte derrière ça, par certains côtés, la responsabilité d'encourager ses subordonnés à se couvrir correctement lorsqu'il s'agit de couverture individuelle, comme on l'évoque aujourd'hui, et ça va forcément en complémentarité d'un dispositif étatique. Il n'y a pas de concurrence dans le système. Il y a juste une recherche de la meilleure couverture possible et d'un dispositif le plus cohérent. Ça, c'est le rôle du commandement, parce que le commandement a un rôle social. Souvent, on l'oublie, mais c'est une réalité. Et c'est pas lorsque les affaires arrivent qu'on se retrouve avec des orphelins, une veuve, il faut se dire, si j'avais su. Il y a clairement, dans le rôle de commander, il y a l'engagement à faire en sorte que ces subordonnés soient correctement couverts. Et nous savons très bien, ça a été évoqué, c'est qu'un militaire, il va partir en opération d'autant plus serein qu'il sait que tout est prêt au cas où il arrivera quelque chose. Ça fait même partie du potentiel opérationnel par certains côtés. Et puis de l'autre côté, il y a l'acteur que je suis aujourd'hui, d'assureur, où j'estime qu'un assureur, a fortiori un mutualiste comme nous, mais on porte une promesse sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas embrasser ce métier si par certains côtés, on n'a pas une vision sociale de ce que l'on fait. Vis-à-vis de nos collaborateurs, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vis-à-vis de notre client. Et c'est-à-dire que, en fait, c'est à partir de l'identification de besoins spécifiques. Alors on appelle ça improprement le risque de guerre, qui est en fait le risque de décès, invalidité lors d'opérations ou du fait du terrorisme, qui dans le monde de l'assurance en général est un sujet repoussoir. C'est ce sont des exclusions, comme on appelle ça dans le métier. Eh bien, on ne peut pas porter notre promesse sociale si au départ, on ne prend pas en compte ce genre de choses. C'est même le point de départ. Et ça va beaucoup plus loin qu'un simple contrat de prévoyance. Hubert évoquait tout à l'heure l'accession à la propriété, obtenir un prêt auprès d'une banque. Mais de par la réglementation, derrière ce prêt, il y a l'obligation de s'assurer. Si pour assurer un prêt et accéder à la propriété, le contrat d'assurance ne couvre pas ce risque spécifique-là, la garantie ne s'appliquera pas correctement. Donc on voit bien que même pour constituer un patrimoine, essayer d'asseoir l'avenir de sa famille, quel que soit ce qui va nous arriver, on décède, on a une invalidité totale, la maison sera payée, je fais très court en le disant, il faut-il que le risque de guerre et le risque de décès, de fait de terrorisme soient reconnus. Marie-Noëlle Kieu, quelles sont les questions que les militaires posent le plus souvent, leur source d'inquiétude ? Alors je dirais que effectivement, compte tenu du fait que la population au ministère est relativement jeune, puisque l'âge moyen est de 28,4 ans, c'est le rapport social de 2020, la préoccupation première n'est pas forcément la retraite, la première. Mais je dirais qu'il y a deux grands sujets de préoccupation. Le premier est celui de la mobilité géographique.
Alors, c'est une mobilité qui est subie, puisque c'est une mobilité sur ordre de l'autorité. Ce sont chaque année plus de 23 000 personnes qui ont connu une mutation avec changement de résidence en 2020. Et cette mobilité géographique, en fait, elle engendre deux questions, deux problématiques. La première, c'est en plus des sujets évoqués précédemment par M. Paulet sur la mobilité du conjoint, sur laquelle je ne vais pas revenir. Il y a la question relative à la prise en charge médicale, puisque à chaque fois qu'il y a une mobilité géographique, ça veut dire concrètement changer de médecin traitant. On sait qu'il y a certaines zones qui sont des déserts médicaux, donc ça veut dire être confronté à ce sujet. Et c'est également la prise en charge éventuellement des frais avec les questions des dépassements d'honoraires, etc., etc. Sachant que les centres médicaux des armées ne prennent plus en charge les familles de militaires et que les hôpitaux militaires se sont quand même réduits. Il y en a quand même beaucoup moins sur le territoire national. Le deuxième sujet lié à cette mobilité géographique, c'est la question relative au logement. Alors, contrairement à ce que j'ai pu entendre sur le micro-trottoir, non, les militaires ne sont pas logés gratuitement. Voilà les idées préconçues, les choses qui circulent. Donc non, les militaires ne sont pas logés gratuitement, à l'exception des militaires du rang, mais qui sont logés en chambrée. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une mobilité, qu'il y a une mutation avec changement de résidence, ça veut dire qu'il faut que le militaire et sa famille trouvent à se loger. Alors on a effectivement un parc de logements qui sont dits logements sociaux, mais ils ne sont pas suffisants pour loger ces 23 000 personnes qui sont mutées chaque année. Et donc ça veut dire concrètement être confronté à chercher un logement à la location. Et ça veut dire aussi, ça c'est à court terme, mais à plus long terme, ça veut dire que c'est un frein à l'accession à la propriété et c'est un frein à l'accession à la constitution d'un patrimoine et donc aussi un peu à la préparation de sa retraite. Et je dirais que le deuxième grand sujet de préoccupation, c'est un autre type de mobilité, c'est une mobilité professionnelle. Donc on l'a vu, ça a été évoqué précédemment, la population militaire se caractérise par sa jeunesse. Et un flux, c'est une gestion de flux avec, donc je le répète, 20 000 personnes qui entrent et qui sortent chaque année, et une majorité de contractuels. Donc cela sous-entend des départs tôt, avec certes une retraite à jouissance immédiate. Alors je tiens aussi puisque ça aussi, ça fait partie des idées préconçues, oui, il y a une retraite à jouissance immédiate pour les militaires du rang et sous-officiers après 17 ans de carrière. Or, tout le monde ne fait pas 17 ans de carrière. Et pour les officiers après 27 ans de carrière. Et cette retraite, elle est calculée en fonction des années de service et donc c'est souvent pas une retraite complète, donc ça ne suffit pas pour vivre et donc ça veut dire que partant relativement jeune, ça oblige entre guillemets à cette fameuse mobilité professionnelle et donc à trouver de nouveaux métiers. Et donc c'est un sujet de préoccupation puisque il y a sur ces 20 000 départs, on considère qu'il y a à peu près 16 000 personnes qui doivent retrouver un emploi et donc là il y a un besoin d'accompagnement. Alors c'est fait un peu en interne, mais je pense que c'est un sujet de préoccupation. Alors sur les retraites justement, ce qui concerne les retraites complémentaires, Christian Garriga, quelles sont les solutions existantes? Alors il faut parler de retraite supplémentaire, puisqu'on est dans le domaine du facultatif. Le premier produit auquel on pense, c'est la retraite mutualiste du combattant, qui est réservée aux anciens combattants, mais qui permet de se constituer un complément de retraite de grande qualité. Néanmoins, à ça se rajoute le plan d'épargne retraite, préfonds retraite, mais pourquoi pas aussi de l'assurance vie ou de l'immobilier. Et puis n'oublions pas que les personnes qui bénéficient de la retraite mutualisée du combattant, d'abord tout le monde ne part pas en théâtre d'opération et puis la famille est également concernée. Donc la bonne solution, c'est le complément entre la RMC et le produit préfonds retraite. Patrick Paulet, la protection sociale, ce n'est pas que la retraite. Y a-t-il des passerelles entre la GPM et des associations, des actions pour notamment encadrer, soutenir les familles ? Oui, bien sûr. Il y a à la fois un dispositif associatif, comme l'association Tego, ce qu'on appelle des associations souscriptrices, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là, qui ont une vocation à cultiver l'entraide et essayer d'étudier avec les assureurs la meilleure protection sociale complémentaire à apporter. Et puis, il y a, donc, comme je le disais, tout le dispositif d'entraide, avec notamment, s'agissant de Tego et de la GPM, un réseau d'entraide, c'est-à-dire un réseau de personnes dédiées à la relation avec les adhérents pour identifier les besoins pour ceux qui sont dans des situations les plus critiques et les accompagner, essayer de trouver des solutions. Ça peut aller d'une aide directe financière venant de l'association, bien de renégociation avec l'assureur pour baisser les couvertures parce qu'elles sont trop élevées, etc. C'est un dispositif assez complet et qui permet de les accompagner. Encore une fois,
on a tendance, quand on le regarde de loin, à opposer un petit peu les mondes, parfois. C'est-à-dire, il y a un dispositif de l'État, s'il faut des complémentaires apportés par tel ou tel assureur ou tel dispositif, c'est que le dispositif de l'État n'est pas suffisant. C'est pas du tout le cas. L'État ne peut pas tout payer, l'État ne peut pas tout faire. C'est aussi simple que ça. Même s'il y a des dispositifs qui sortent de l'ordinaire au profit des militaires lorsqu'ils sont tués et blessés en opération. Mais l'État ne peut pas tout faire. Il y a donc, quoi qu'il arrive, même dans le cadre de la protection sociale complémentaire, qui est un sujet d'actualité en ce moment dans la fonction publique, il est clair que l'État ne pourra jamais répondre à la totalité du besoin, encore moins d'ailleurs dans le domaine du spécifique. Il y aura donc toujours une place offerte à d'autres acteurs, qu'ils soient associatifs, et qu'il soit assurantiel. Hubert Trégout et Patrice Paulet dit qu'on a tendance à opposer un peu les mondes. Quels sont pour vous les enjeux, les pistes pour l'avenir sur cette question de la protection sociale des militaires ? Le principal enjeu, à mon sens, est de coller le plus possible aux évolutions humaines des ministères. Je vais prendre un exemple que tout le monde a en tête. C'est la conclusion du Beauvau de la sécurité que le président vient de rendre. Et on a entendu parler d'un recrutement de 30 000 réservistes dans la police nationale. Ces 30 000 réservistes, comme ceux des armées, ce seront des commerçants, des agriculteurs, des étudiants, des auto-entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Il faudra donc adapter la protection sociale à cette nouvelle population, comme on le fait dans les armées. Et donc l'exemple des réservistes militaires devra certainement être pris en compte de façon à ce que la protection sociale soit adaptée dans ce ministère. Donc vous imaginez bien par exemple que si un chef d'entreprise est réserviste et qu'il est blessé, du fait de son action, militaire ou sur le territoire national, il ne peut plus gérer son entreprise, le préjudice moral qui se greffe au préjudice physique est certainement à prendre en compte d'une façon particulière. Et là, c'est pas l'État qui ira dans ce créneau-là. Il faut donc tailler cette protection sociale sur mesure, en fonction de situations disparates, et l'adapter à ces statuts qui sont, il faut le dire, un peu hors du droit commun. Christian, vous vouliez compléter cette réponse sur ce thème, sur l'enjeu ? Non, mais l'enjeu, alors on va en parler lors d'un grand débat qu'on organise avec Jonction et les membres de la fédération Jonction le 18 novembre à Paris sur le thème des compléments et suppléments de retraite pour les forces de défense et de sécurité. Voilà, ce sera l'objet d'un grand débat avec pas mal de tables rondes et d'intervenants qui pourront refaire le point sur ce sujet-là. Voilà, notez donc le 18 novembre, hein, c'est bien à ça, Paris. grand débat Jonction. Marie-Noëlle, je vais vous laisser le mot de la fin. Quels sont les conseils que vous donneriez aux militaires avant de s'engager ? Là, c'est une lourde responsabilité. Je dirais que, en tant qu'ancienne, quelque part, et puis je donnerais un conseil aux jeunes, je leur dirais que au moment où ils s'engagent et au moment où ils font le choix de s'engager, qu'ils réfléchissent bien au statut qu'ils endossent, puisque le statut général des militaires est un statut particulier avec lequel on a des droits et des devoirs, et que c'est un statut qui fait qu'on s'engage soi, mais quelque part on engage aussi sa famille. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une conscience de cet engagement et du statut, de ce qu'il emporte, mais aussi des droits et des devoirs et des avantages et des inconvénients qu'il peut avoir en matière de protection sociale. Et puis le deuxième conseil, donc le premier c'est finalement aller chercher l'information, puisqu'on a dit qu'il y avait besoin d'aller chercher l'information. Et le deuxième conseil, je dirais que il faut penser à la retraite dès son plus jeune âge, que effectivement c'est pas toujours facile. Voilà. Et que je suis bien d'accord avec ce qui a été dit, c'est qu'il existe des solutions et que les choses sont complémentaires et que c'est un sujet que je dirais, c'est pour ça que je me suis engagée aussi au sein de la Préfond. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Christian Carrega, directeur général de Préfond, Patrice Paulet, PDG du groupe AGPM, Marie-Noëlle Quillot, contrôleuse générale des armées, enseignante à Sciences Po, et Hubert Trégout, délégué général de la Fédération Jonction. On rappelle donc un grand débat organisé par Jonction sur le sujet le 18 novembre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Je laisse le mot de la fin à Philippe Sebag, le président de Préfond. Nous venons d'entendre un certain nombre de responsables, en particulier militaires, nous parler de la particularité de ces fonctionnaires. Alors, je
crois que quand on dit fonctionnaire, il y a parfois beaucoup de fantasmes, beaucoup de on-dit, beaucoup de choses qu'on croit savoir et puis qu'on ne connaît pas bien. Moi, je crois qu'il y a vraiment une particularité et des spécificités autour de chaque agent public et il convient d'apporter un certain nombre de solutions. Alors, il ne s'agit pas de se substituer à l'employeur, mais je crois que un partenaire comme Préfond peut se permettre d'apporter des solutions. Alors, on a parlé aujourd'hui, notamment dans le cadre des forces de sécurité intérieure-extérieure, beaucoup de l'armée. Le président que je suis, mais qui est quand même fonctionnaire de police en activité, ne méconnaît pas toutes les difficultés que peuvent rencontrer les fonctionnaires de police avec nos amis militaires et nos amis gendarmes. On a vu l'importance et la prégnance de ces fonctionnaires, évidemment dans les moments tragiques que la France a pu connaître et qu'elle connaît encore. Et je crois que effectivement, la société, la fonction publique au sens large, doit à un moment donné se poser les questions de ce qu'elle doit apporter de manière tout à fait spécifique à ces agents qui ont des emplois vraiment particuliers. Alors Préfond, justement, s'associe avec des partenaires comme Jonxio pour pouvoir analyser la situation, réfléchir à ce qu'elle peut apporter de produits complémentaires, parce que c'est notre terrain d'exercice, complémentaire volontaire. Et donc, on trouve des solutions dans l'immobilier, on trouve des solutions dans l'assurance vie, on trouve des solutions évidemment dans la retraite, avec Préfond Retraite. Et on essaie de s'adapter à la demande des agents qu'on rencontre tous les jours. Et je crois que aujourd'hui et demain, plus que jamais, les agents ont confiance en Préfond et auront en Préfond, en tout cas, un partenaire qui pourra leur apporter des solutions dans cet accompagnement social qui est indispensable à l'exercice de ces métiers tout à fait particuliers au service de la France et des Français. Et n'oublions jamais que tous ces collègues-là, tous ces agents-là font don de leur vie trop souvent et que donc on leur doit quelque chose et Préfond est là en tout cas pour les accompagner au quotidien. Préfond, le podcast. Le rendez-vous épargne, retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique.